La brise de Salgada de Porto Alegre a balayé les rues de Pedra do Qué do Porto, portant l'odeur de yerba mate et l'écho lointain d'un bandon qui venait d'un bar caché dans la ville inférieure. C'était en novembre, et la soirée a peint le Guaba avec des tons de lampes anciennes, comme si toute la ville était trempée dans une peinture impressionniste oubliée. C'était là, entre le bruit des masses battant et le rire rauque des pêcheurs, qu'Elsa a vu Clara pour la première fois. Elle était assise seule sur un banc en bois usé, les longs doigts pâles enveloppés dans un cahier en cuir marron, écrivant avec un petit stylo qui a laissé des taches bleues de nuit sur les pages. Ses cheveux, noirs comme les ailes d'un corbeau, sont tombés dans des vagues désordonnées sur ses épaules, et le profil pointu craint le nez, les lèvres fines mais expressives lui-même un air de ceux qui portaient de vieux secrets. Elsa, qui n'avait jamais cru au coup de foudre à première vue, a ressenti quelque chose de contracté dans sa poitrine, une douce douleur, comme si son propre corps reconnu dans cette étrange vérité longue. « Écrivez-vous un poème ou une malédiction ?» demanda Elsa, s'approchant avec l'inconvénient de ceux qui avaient déjà navigué plus dangereux qu'un non rémunéré. Sa voix était sévère, avec un accent traîné qui a signalé des années expérimentées entre le Rio Grande do Sul et l'Uruguay, où il avait appris à ne pas avoir peur de rien, pas même elle-même. Clara leva lentement les yeux comme si elle émergeait d'un rêve profond. Son iris était d'un vert de mousse, presque doré à la lumière chaude du crépuscule, et il y avait une si vieille tristesse en eux qu'il semblait fossilisé. « Un peu des deux » a-t-il dit, fermant le cahier avec un geste qui ressemblait à un adieu. « Cela dépend de la journée. » Elsa s'assit à côté d'elle sans demander la permission, ses genoux se penchant presque contre Clara. Elle portait un pantalon en lin beige et une chemise à manches blanches, le col débouché révélant une fine cicatrice sur son cou, souvenir d'un combat de bar à Montevideo. Clara, à son tour, portait une robe noire, trop simple pour être élégante, trop battue pour être pauvre, comme si elle était cousue avec des restes d'autre vie. « Vous avez l'air de savoir ce que c'est que de perdre, » a déclaré Elsa, et ce n'était pas une question. Clara a ri, un courson sans joie. « Et tu ressembles à ceux qui ne le dérangent pas de devenir sale. » C'est ainsi que tout a commencé, avec une vérité et un défi. Elsa était capitaine d'un cargo qui transportait des marchandises entre le cône du Sud, une femme en sel et en vent, dont les mains connaissaient chaque nœud, chaque courant traître de l'argent. Clara, elle a été découverte plus tard, était linguiste, spécialisée dans les langues autochtones en voie de disparition, qui ont voyagé de ville en ville collectant les derniers mots de langues condamnées à l'oubli. Deux femmes qui vivaient entre les frontières, l'une des eaux, l'un des mots, et qui, contre toute logique, se sont trouvées un refuge sûr. Dans les jours suivants, ils ont tourné tous les érats de serre dans cette même banque, comme si la destination avait marqué l'endroit avec de la peinture invisible. Clara a lu à Elsa des extraits de ses cahiers, poèmes dans de l'ancien guarani ou des contes à mapudungun, et sa voix, bas et mélodieuse, a fait sonner les syllabes comme de la musique. Elsa, en retour, a raconté des histoires de tempêtes à Cap Horn, de nuits où la mer semblait vouloir avaler le ciel, et ses yeux brillaient avec une passion que Clara n'avait jamais vue auparavant, pas même dans les yeux des amoureux qui ont juré de mourir pour elle. « Pensez-vous que les mots peuvent sauver quelque chose ?» a demandé Clara un après-midi en regardant un groupe de mouettes se battre pour des miettes près des entrepôts. Elsa a pris beaucoup de temps à répondre. Elle regardait ses propres mains, épaisses et pleines de callosité, si différentes de celles de Clara, qu'elles semblaient conçues pour tenir des stylos plutôt que des câbles métalliques. « Je ne sais pas si la sauvegarde est le bon mot, » a-t-il finalement dit. « Mais je pense qu'ils peuvent nous faire nous sentir moins seuls. Comme la mer. Ils ne vous sauvent pas, mais vous rappellent que vous n'êtes pas le seul assez fou pour faire face à la tempête. » Clara sourit, et cette fois, le sourire est venu aux yeux. « Vous êtes un poète frustré, capitaine. Et vous êtes un romantique qui prétend ne pas l'être, » répliqua Elsa, la poussant avec son coude. C'est à ce moment que Clara a joué, pour la première fois, la cicatrice du cou d'Elsa. Le geste était si naturel, donc sans penser, que personne ne. L'un des deux s'est rendu compte jusqu'à ce que les doigts soient déjà là, chauds contre la peau. « Comment l'avez-vous obtenu ?» Elsa avala dur. « Un homme de Punta del Este pensait que je ne méritais pas ce qui était à moi. Je ne suis pas d'accord. » L'avez-vous tué ? Non. Je viens de le laisser honte de regarder dans le miroir pendant un moment. Clara n'a pas enlevé sa main. Au lieu de cela, elle a glissé ses doigts à l'arrière d'Elsa,
où les cheveux bruns s'estompaient par le soleil commençaient à devenir mal alignés. « Tu es dangereux, murmura-t-il. Et tu aimes ça, répondit Elsa, tournant son visage juste assez pour que ses lèvres brossent sa paume de la main de Clara. C'était vrai. Clara aimait le danger qu'Elsa représentait, tout comme Elsa était enchantée par la fragilité apparente de Clara, qui a caché une résilience en acier. Ils étaient l'eau et le feu, mais contrairement à ce qu'ils disent, l'eau et le feu n'annulent pas, ils se transforment en vapeur, quelque chose de nouveau et impossible à contenir. Mais le monde, bien sûr, n'était pas disposé à les laisser seuls. Une semaine plus tard, alors qu'ils marchaient dans la rue Beach, se tenant la main sans se soucier des regards tordus, un homme s'approcha d'eux. Il portait un costume minable et avait son visage marqué par une cicatrice qui allait du temple au menton, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer son sourire avec un rasoir. « Clara Viana » a-t-il demandé, et le nom ressemblait à une phrase. Clara s'arrêta, sa main serrant dur Elsa. « Qui veut savoir ? » « Quelqu'un que vous auriez dû laisser dans le passé, » a déclaré l'homme, puis Elsa a vu la luminosité d'un pistolet sous sa veste. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Elsa a rejeté Clara contre le mur d'un bâtiment et s'est positionnée devant elle, ses bras ouverts comme si elle pouvait bloquer une balle avec sa propre chair. « Si vous allez tirer, tirez-moi, » a-t-il dit, sa voix fermement malgré son cœur. Elle n'a rien à voir avec ça. L'homme a ri, un son guttural plein de poison. Pensez-vous que je vais tuer la seule personne qui peut me donner ce que je veux ? Il regarda directement l'épaule d'Elsa vers Clara. Tu sais où est le journal de ton père, Viana ? Je me suis livrée et je laisse votre petit ami vivant. Clara pâlit. Mon père n'avait pas de journal. Ne mentez pas. C'était un linguiste comme vous, et chaque linguiste note ses découvertes. Surtout quand ils valent une fortune. Elsa ne comprenait rien, mais elle n'avait pas besoin de comprendre. C'était suffisant pour voir la peur dans les yeux de Clara pour savoir que c'était sérieux. « Qui es-tu ? » demanda-t-il, gagnant du temps. « Un homme qui n'aime pas répéter des questions, » a-t-il dit, puis a tiré. Le tir n'a frappé aucun des deux. Au lieu de cela, il a atteint un poteau de lumière au-dessus d'eux, faisant pleuvoir les éclats de verre comme un cristal cassé. Toute la rue a crié et l'homme a pris la confusion pour disparaître dans la foule. Elsa se tourna vers Clara, qui tremblait comme une feuille. « Ça c'était quoi ? » « Pas ici, murmura-t-il clairement, la tirant dans une ruelle sombre. « J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Ils ont couru vers le minuscule appartement qui avait loué dans la ville inférieure, un endroit plein de livres empilés au plafond et de vieilles cartes prêchées sur les murs. Clara a verrouillé la porte, allumé une lampe de kérosène qui a joué des ombres dansantes pour la pièce, puis a commencé à parler. Mon père n'était pas seulement un linguiste. Il a travaillé pour le gouvernement, traduisant des codes autochtones qui contenaient des informations sur les lieux sacrés. Les lieux qui, selon les légendes, cachent des trésors ou, pire chose. Elle a avalé fort. Avant de mourir, il m'a parlé d'un journal. Un journal qui contenait l'emplacement de quelque chose que beaucoup de gens veulent. Quelque chose qui peut modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région. « Et vous avez ce journal ? » demanda Elsa, assise sur le bord du lit défait. « Non. Mais je sais où il est. » Clara regarda ses propres mains, ce qui tremblait légèrement. « Mon père l'a caché dans un endroit que je peux trouver. Un endroit qui, que je jurais ne révèle jamais. » Elsa a tout compris à ce moment-là. Il a compris pourquoi Clara vivait comme un nomade, pourquoi elle n'a jamais passé beaucoup de temps dans un endroit, pourquoi ses yeux portaient une ombre que même l'amour ne pouvait pas sembler capable de se dissiper. Ils vous chasseront jusqu'à ce que vous vous donniez ce qu'ils veulent, a déclaré Elsa, et ce n'était pas une question. Clara hocha la tête. Oui. Donc, nous trouverons ce journal avant eux. Clara regarda Elsa comme si elle venait de suggérer de voler vers la lune. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement un trésor. C'est quelque chose qui peut. Et détruire les gens. Qui a déjà détruit. Et pensez-vous que vous laissez entre les mains de quelqu'un que cet homme est meilleur ? Elsa tenait son visage dans ses mains, la forçant à la regarder dans ses yeux. Fais-moi confiance. J'ai déjà navigué pour des eaux plus perfides que celle-ci. Clara ferma les yeux,
et quand elle les a de nouveau ouverts, il y avait une détermination en eux qu'Elsa n'a jamais vue auparavant. Il va bien. Mais vous n'aimerez pas ce que nous trouverons. Ils sont partis le lendemain matin, à bord de la Sirène, le bateau d'Elsa, un voilier robuste qui sentait le bois vieilli et les aventures passées. Clara n'a pris qu'un sac à dos avec ses cahiers et une vieille boussole qui, a-t-elle dit, appartenait à son grand-père. Elsa, à son tour, portait un couteau attaché à sa cuisse et la certitude qu'il ne laisserait rien arriver à Clara. Ils ont navigué à travers le Guaba jusqu'à Lagoa do Pato, puis ont suivi la côte jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite île près de Torres, un endroit qui n'apparaissait sur aucune carte officielle. C'est là, selon Clara, que son père avait caché le journal. Il a toujours dit que les endroits les plus importants sont ceux que personne ne recherche, a expliqué Clara en sautant du bateau au sable blanc, allumé par un soleil ensoleillé. L'île était déserte, recouverte de végétation basse et de quelques arbres tordus qui semblaient s'être développés contre le vent. Au centre, il y avait une formation rocheuse qui ressemblait à un autel, et c'est là que Clara allait, comme si elle était tirée par une corde invisible. Il s'est caché ici, a-t-il dit, à genoux devant une fente sur le rocher. Avec des doigts tremblants, elle a pressé une séquence de points de pierre et un compartiment secret s'est ouvert, révélant un livre lié en cuir foncé, avec des symboles enregistrés sur la couverture. Clara l'a pris comme une relique, et un instant Elsa avait peur de l'ouvrir juste là. Mais au lieu de cela, Clara l'a gardé dans le sac à dos, son visage pâle. « Nous devons sortir d'ici », a-t-il déclaré. « Maintenant. » Elsa n'a pas demandé pourquoi. Elle avait déjà appris que, clairement, certaines questions étaient mieux laissées sans réponse. Mais quand ils sont retournés au bateau, ils ont trouvé l'homme du minable qui les attendait, s'appuyant contre le mât comme s'il était propriétaire de l'endroit. Cette fois, il n'était pas seul. 2 hommes armés l'ont flanqué et leur visage ne laissait aucun doute, ils n'étaient pas là pour négocier. « Oh enfin, dit l'homme en souriant. Je savais que tu viens ici. » Elsa se positionna devant Clara, mais cette fois il n'y avait nulle part où courir. « Que veux-tu » demanda-t-il, la voix froide. « Le journal, bien sûr. » Son regard se tourna vers Clara. « Et le traducteur. Après tout, quel est l'intérêt d'avoir la carte s'il n'y a personne pour le lire ?» Clara n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a regardé Elsa, et à ses yeux il y avait une demande silencieuse, courir. Mais Elsa n'était pas du genre qui courait. Avec un mouvement rapide, elle a tiré son couteau à cuisse et l'a jeté vers l'homme le plus proche. Le coup lui a frappé le bras, le faisant laisser tomber le pistolet. Clara n'a pas perdu de temps. Elle a couru vers le bateau, a sauté par-dessus l'art et a commencé à desserrer ses mains qui, malgré sa peur, ne s'entraînaient pas. « Elsa, viens !» cria-t-il. Elsa n'avait pas besoin d'être appelée 2 fois. Elle a sauté sur le bateau pendant que Clara tournait déjà sur le moteur, et ils sont partis, laissant derrière lui les hommes et l'île qui semblaient maintenant maudits. Mais l'homme du costume n'abandonnerait pas si facilement. Pendant 3 jours, ils ont été persécutés. La Sirna était rapide, mais les poursuivants avaient un bateau motorisé, et chaque heure, la distance entre eux s'est raccourcie. Clara a passé les nuits à déchiffrer le journal, les yeux rouges de la fatigue, tandis qu'Elsa gardait la tête ferme, les nœuds des doigts blancs serrés. « Je ne comprends pas », a déclaré Elsa lors de la 3e nuit alors que Clara a retourné ses pages avec une expression d'horreur croissante. « Qu'est-ce que dans ce journal qui est si précieux ?» Clara la regarda et ses yeux étaient pleins de larmes. « Ce n'est pas un trésor, murmura-t-il. C'est un pistolet. Une langue qui peut tuer. » Elsa ne comprenait pas, mais avant qu'elle ne puisse demander, Clara a continué. « Mon père a découvert une langue perdue, une langue qui, lorsqu'elle est parlée d'une manière, peut provoquer des choses. De mauvaises choses. Il a essayé de la détruire, mais a échoué. Puis il a caché le journal, jurant que personne ne le trouve jamais. »« Et maintenant ?» demanda Elsa, sentant un froid à travers la colonne vertébrale. « Lundi, ils l'utiliseront. Pour contrôler. Personne. Tuer. Pour tout ce qu'ils veulent. » Elsa regarda l'horizon, où les lumières du bateau Chazik brillaient comme des yeux prédateurs. « Alors nous coulons le journal. » Clara secoua la tête.
Il ne sert à rien. Quelqu'un le cherchera toujours. Il y aura toujours quelqu'un prêt à l'utiliser. Alors que faisons-nous? Clara a fermé le journal avec un snap. Nous l'utilisons en premier. Elsa sentit le monde tourner. Tu es fou. Peut-être. Clara tenait le visage d'Elsa dans ses mains, la forçant à la regarder. Mais croyez-moi. Tout comme je te fais confiance. Et puis, contre tout l'instinct de survie, Elsa hocha la tête. Ils ont ancré le bateau dans une baie cachée près de Florianopolis, où la forêt a trouvé la mer dans un câlin sauvage. Clara est descendue à la plage avec le journal, et Elsa l'a suivie, son cœur dans sa gorge. J'ai besoin d'être seule pour cela, a déclaré Clara, et pour la première fois, Elsa a vu la peur dans ses yeux. Une peur primitive, comme celle d'un enfant avant le noir. Je ne te quitterai pas, répondit Elsa, et ce n'était pas une question. Clara sourit, un sourire triste et beau. Alors restez à mes côtés. Mais cela n'interfère pas, quoi qu'il arrive. Elsa hocha la tête et Clara ouvrit le journal. Elle a commencé à lire à haute voix, et les mots qui sont sortis de sa bouche ne ressemblaient pas à ce que quelque chose qu'Elsa avait déjà entendu. Ils étaient gutturaux et mélodieux à la fois, comme le chant d'une baleine mélangé au rugissement d'un lion. L'air autour d'eux a commencé à vibrer et les arbres s'inclinaient comme s'ils étaient pour se prosterner. Elsa a ressenti une pression sur ses oreilles, comme si elle plongeait trop profondément, puis soudain, tout était silencieux. Trop silencieux. Clara a cessé de lire et a regardé l'horizon. Là, où auparavant se trouvaient les lumières du bateau chassé, maintenant il n'y avait plus. Ni un phare, ni une réflexion dans l'eau. Comme s'il manquait simplement, manquant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Elsa, sa voix rauque. Clara a fermé le journal avec un geste lent, les doigts tremblants comme des feuilles dans le vent. Ses yeux, autrefois pleins de détermination, brillaient maintenant de quelque chose qu'Elsa ne pouvait pas déchiffrer. Était-ce un soulagement? Peur? Ou une culpabilité qu'elle ne voulait pas admettre? Je les ai retirés, a-t-il dit, sa voix presque un murmure. Pas pour toujours, juste pour un moment. Les mots, ils ont du pouvoir ici. Surtout ceux qui ont été écrits par ceux qui ont déjà franchi le seuil. Elsa a avalé fort, sentant le goût métallique de la peur dans sa bouche. Vous parlez de votre mère. Clara n'a pas confirmé, mais le silence a été une réponse suffisante. Elle a tenu le journal dans la poche intérieure de son manteau, comme si elle craignait que quelqu'un, ou quelque chose ne puisse le voler. Ce n'était pas censé l'être, a-t-il poursuivi, plus pour elle-même qu'Elsa. Je voulais juste le trouver. Juste ça. Mais maintenant je pense que nous réveillons quelque chose qui devrait dormir. Un vent soudain soufflait, apportant avec elle une odeur étrange, salée, mais avec une touche de pourriture, comme si la mer pourrissait sous la surface. Elsa frissonna. Et qu'est-ce que cela a à voir avec Elias? Demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. Est-il impliqué de quelque manière que ce soit? Clara la regarda avec une expression qui a mixte la douleur et la démission. Elia n'est pas seulement un homme, Elsa. Il n'est jamais allé. Elle fit une pause, comme si elle a choisi soigneusement les mots. Il est le dernier gardien de la frontière entre ce monde et l'autre. Et quand je l'ai trouvé, il s'est déjà évanoui. Elsa sentit le sol secouer légèrement sous ses pieds. Ce n'était pas un tremblement de terre, mais quelque chose de plus subtil, comme si l'île elle-même respirait. Plancher? Comme ça? Chaque fois que quelqu'un franchit la limite entre la vie et la mort ici, un morceau de cela va. Il devient moins humain, moins tangible. Clara lui serra les poings. Et je l'aime. Quand même. Même sachant que si je reste, un jour il n'y aura plus rien à aimer. Elsa a essayé de poursuivre cela. Tout semblait fou, mais le souvenir des voix dans l'air, les ombres qui se déplaçaient seules, le bateau qui avait disparu sans sentier, tout cela a crié que Clara ne mentait pas. Et que se passe-t-il si ça disparaît complètement? Clara n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence était suffisant. Soudain, un cri aigu a coupé l'air. Ce n'était pas humain. C'était quelque chose entre une complainte et un appel, provenant de la direction du phare abandonné.
Les deux se sont regardés, sachant, sans dire, que ce n'était pas un son qu'ils devraient ignorer. Allez, a déclaré Clara, se déplaçant déjà vers l'obscurité. Si et le appel, c'est parce qu'il y a encore du temps. Elsa l'a suivi, son cœur battant si fort qu'elle a blessé. Mais pour la première fois depuis qu'il avait atteint l'île, ce n'était pas seulement la peur que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond, plus urgent, la certitude que s'il n'agissait pas maintenant, quelque chose de pire que la perte d'Ellie serait devenir. Et cela faisait déjà partie de tout cela.